je vais vous parler de virus et de reproduction. Est-ce qu'on doit craindre les maladies virales en élevage? Alors, vous l'avez vu tout au long de cette soirée, la crise de la Covid-19 a mis en lumière que nous vivons dans un monde de virus. Il y a des virus partout. Et Anna vient de dire qu'il faut s'en préserver. Et je la rejoins entièrement. Le nettoyage est quelque chose de très, très important avec les détergents. Alors, en ce qui concerne les élevages canins et félins, il y a effectivement des maladies virales qui ont été étudiées, notamment leurs effets sur la reproduction, mais d'autres qui sont encore bien méconnues et il y aurait besoin réellement d'un manque d'études, de plus d'études approfondies pour qu'on puisse mieux comprendre quelles sont les maladies qui agissent et à quel point de vue elles agissent. Alors voilà un petit peu quels sont les malfaiteurs chez le chien. Donc il y a un big boss qui est l'herpès virus qui a été bien étudié, qui fait l'objet de vaccination, on va en parler. Mais il y a d'autres virus. Donc vous avez le virus de la maladie de Carré, qui est un virus proche de la rougeole, le paramyxovirus, et puis d'autres virus qu'on trouve dans la littérature, le virus minute qui est un petit parvovirus du genre bocavirus et le virus d'une maladie des ruminants qui est la maladie de la langue bleue ou la fièvre catarrhale ovine. Et puis chez la chatte, il y a également des virus. Alors vraiment le dangereux, c'est le parvovirus, le virus de la panleucopénie. Mais vous avez aussi les rétrovirus, par exemple, surtout le FELV, qu'on connaît bien. Et puis, on s'interroge beaucoup, c'est pour ça que j'ai mis des points d'interrogation sur les virus respiratoires, le calicivirus et l'herpès virus. Et quant au coronavirus, dont on a beaucoup parlé ce soir, bon, heureusement, à ce niveau-là, ça semble être un pathogène vraiment mineur. Alors parlons d'abord de la reproduction canine et donc comme je vous le disais, le chef de file, le big boss, l'herpès virus canin. Alors l'herpès virus, c'est une maladie contagieuse qui atteint plutôt les chiots avant 3 semaines de vie, donc des nouveau-nés, et rarement, j'ai mis ça en rouge parce que ce sont surtout les chiennes qui sont contaminées pour la première fois, des chiennes qui peuvent présenter des arrêts de gestation avec des résorptions embryonnaires ou des avortements. Et on peut avoir également chez les adultes des symptômes divers en gravité, notamment des problèmes respiratoires. Alors la caractéristique de l'herpès virus canine, c'est qu'elle est présente dans tous les pays du monde, il y en a partout, et les virus herpès, ils sont très sournois parce qu'ils contaminent l'organisme à vie, mais ils vont s'intégrer dans un certain nombre d'endroits, des nœuds lymphatiques, la rate, etc., les reins, et l'animal va devenir séronégatif alors qu'il est toujours contaminé. Et à un moment, c'est ce qu'on appelle un orage dans un ciel d'été, eh bien, l'herpès va se réactiver et peut entraîner des problèmes. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est donc que c'est une maladie répandue mondialement. Il y a une étude récente en France qui est en préparation, qui est notamment gérée par ma collègue Susanna Niewiadomska, qui a fait une étude de prévalence dans 2 populations cibles, un groupe de chiennes d'élevage et un groupe de chiennes de particuliers non stérilisées mais non reproductrices. Qu'est-ce qu'on remarque? Que à peu près 50% des chiennes d'élevage sont séropositives, donc le virus circule en élevage, et que 62% des élevages avaient au moins une chienne séropositive. Chez les particuliers également, on a des animaux séropositifs, donc il y a aussi de l'herpès. Donc on peut en conclure que l'herpès virus est largement répandu dans la population de chiens et ça rejoint la plupart des études mondiales qui disent qu'entre 50 et 80% des chiens ont été en contact avec l'herpès et de ce fait-là, de nombreux ont développé des anticorps et sont protégés. Alors, quel est ce virus? On vient de voir avec Anna Mila la désinfection. C'est un virus qui est peu résistant dans l'environnement, donc la contamination se fera directement. C'est un virus très sensible aux désinfectants. Sa particularité, c'est qu'il agit à basse température, vers 35, 35,5, la température des nouveau-nés. Mais à partir de 37 degrés, son pouvoir pathogène est réduit après 5 heures par plus de 10 000 fois. C'est-à-dire qu'il ne va plus agir, qu'il va éventuellement contaminer les chiots, mais ils ne vont pas tomber malades. Et on verra que c'est une des choses qui peuvent sauver vos nouveau-nés lorsqu'ils sont atteints par l'herpès. Alors, comment se transmet-il? Je vous disais que c'est un virus peu résistant, donc il se transmet surtout par contact direct, par voie oronasale, comme on dit nez à nez, entre adultes, comme vous le voyez sur la photo. Mais les nouveau-nés peuvent se contaminer à la naissance lorsqu'ils passent par la filière pelvienne ou qu'ils lèchent ou qu'ils reniflent les écoulements vulvaires de leur maman.
Par voie transplacentaire, il semble que seules les chiennes vierges pour l'herpès, donc contaminées pour la première fois avant leur gestation, puissent transmettre le virus par voie transplacentaire. Donc c'est une voie mineure. Quant à la voie vénérienne, on ne le sait pas actuellement et il y a très peu d'études. Donc on considère que les matières potentiellement contaminantes sont des sécrétions oronasales et pharyngées, la salive par exemple, les crachats, mais également les fluides génitaux, le sang de chienne en chaleur, les lochies, c'est-à-dire les pertes après une mise bas. Et quant à la semence, il y a actuellement une étude financée par la Société centrale canine à l'école vétérinaire de Nantes qui essaye de voir si effectivement la semence transmet l'herpès virus. Alors, quels effets ce virus a-t-il sur la reproduction? Si une chienne gestante est infectée pour la première fois, mais c'est de plus en plus rare puisque le virus circule tellement qu'il n'y a quasiment plus de chiennes vierges pour l'herpès. On peut avoir des arrêts de gestation, des résorptions embryonnaires, des avortements, des mises bas prématurées. Expérimentalement, des Japonais ont montré que ça pouvait induire un avortement, mais en pratique, c'est très rarement isolé lors d'avortements en élevage, donc on peut conclure que l'herpès n'est pas un facteur fréquent d'arrêt de gestation. Par contre, chez le nouveau-né, oui, il peut faire des ravages, bien que ça soit moins important qu'il y a 20 ou 30 ans, parce que beaucoup de chiennes ont maintenant développé des anticorps. Chez les chiots de moins de 3 semaines, il y a une incubation au moins de 4 jours. Donc, si vous avez un chiot qui meurt dans les 2 premiers jours de vie, ça a très peu de chances d'être de l'herpès. Il tombe malade plutôt au-delà de 4 à 5 jours. Ils s'arrêtent de téter, ils peuvent avoir des ballonnements, des douleurs abdominales. Souvent, ils crient beaucoup. Et c'est une photo qui m'a été confiée par une éleveuse. On peut avoir des signes neurologiques avec notamment des hyperextensions des membres, ce qu'on appelle le lopistotonose, ou du pédalage, donc les membres qui bougent très très rapidement sous le corps. Et malheureusement, très rapidement, les chiots vont mourir, ou rarement s'ils ont de la chance, et si vous avez fait quelque chose, survivre. Chez l'adulte, eh bien, ce virus peut donner des problèmes respiratoires, des rhinites, des pharyngites, des problèmes oculaires, des conjonctivites, et c'est un agent secondaire de la toux chenille. Donc, les animaux peuvent se contaminer en exposition s'ils sont en contact avec des animaux qui présentent une toux chenille dans laquelle il y a de l'herpès, ce qui n'est pas systématique. Les organes génitaux, eh bien, il semble que ça soit surtout lors de primo-infection, donc ça devient très rare. On pourrait avoir des petites vésicules sur la vulve, dans le vestibule du vagin ou sur le prépuce du mâle, comme vous le voyez sur cette photo. Alors, comment le suspecter? Eh bien, si vous avez des chiots qui meurent, votre vétérinaire, ou je sais que Neocare le fait, va faire des autopsies et vous allez voir des hémorragies multiples sur les organes abdominaux, particulièrement le rein. C'est assez typique. Bien sûr, on va confirmer ça par PCR. Lors d'avortement, on peut avoir le même type de lésion nécrotique sur le placenta. Comment diagnostiquer ça chez les reproducteurs? Bien, la sérologie est décevante parce qu'un test négatif ne signifie pas non-contamination. Après contamination, les animaux restent à peu près séropositifs une centaine de jours et après ils deviennent séronégatifs, mais ils sont contaminés à vie. Un test avant une saillie ne sert pas à grand-chose puisqu'une chienne séropositive a développé des anticorps et c'est même quelque chose de souhaitable puisqu'elle va les transmettre dans le colostrum assez petit. La PCR peut être intéressante, mais il faut multiplier les prélèvements. Un test PCR négatif dans le vagin ne signifie pas que la chienne n'est pas contaminée. Donc, un test avant la saillie ne sert pas à grand-chose. Et donc, pour les reproducteurs, on a tendance à dire, pour la chienne, le faire plutôt pendant les chaleurs, après la gestation, avec une PCR de mélange. On va prélever au niveau de l'oropharynx, éventuellement de la conjonctive des yeux, du vagin, on va mélanger ça, on va demander au labo une PCR de mélange. Chez le chien mâle, on peut ajouter la semence, par exemple. Comment se protéger? Eh bien, l'environnement de la maternité est important puisqu'on a vu que le virus était inactivé au-delà de 37 degrés. Donc, le but, c'est d'augmenter artificiellement la température interne des petits en chauffant le nid avec par exemple une lampe infrarouge, donc autour de 30 degrés, la température des petits va dépasser 36, 5, 37. Le virus sera inactivé, vos chiots vont survivre. Si vous avez une couveuse pédiatrique, vous pouvez les mettre dans la couveuse. Certains auteurs ont décrit de la sérothérapie, peut-être Sylvie Chastan nous dira ce qu'elle en pense, en injectant par voie sous-cutanée du sérum prélevé sur une chienne fortement séropositive de l'élevage.
La prévention sanitaire, ben, vous avez vu l'hygiène de l'élevage qui est déterminante. Il faut isoler les chiennes qui viennent de mettre bas, qui peuvent avoir de l'herpès dans leur perte vulvaire. Quant à l'insémination artificielle, tant qu'on ne sait pas si la semence est contaminante ou pas, il n'est pas du tout certain qu'elle protège les animaux. Donc, vous le savez, la prévention maximale de l'herpès, optimale, c'est vacciner la chienne gestante. 2 injections au cours de la gestation, ça va augmenter le taux d'anticorps neutralisants dans le colostrum et protéger les chiots contre l'herpès virose néonatale. Donc, 2 petites remarques sur les autres virus qui sont cités dans la littérature. Je ne parlerai pas de la maladie de Carré parce que je pense que la plupart de vos chiennes sont vaccinées. Donc, ce petit virus, minute virus, ça veut dire petit virus en anglais, eh bien, c'est un agent de signes respiratoires et digestifs chez de jeunes chiots d'1 mois environ. Et certaines études ont montré, notamment aux États-Unis, qu'on peut le rencontrer jusqu'à 70% dans les animaux d'élevage. Alors, expérimentalement, il a été montré qu'on peut entraîner, si on inocule les chiennes en début de gestation, des arrêts de gestation par résorption embryonnaire, et si on les infecte en seconde moitié de gestation, une mortalité in utero, comme vous le voyez sur ces photos, ou éventuellement des chiots morts-nés ou faibles à la naissance. Vous voyez cette image de la publication de Descarreaux et collaborateurs, qui est un grand spécialiste de ces virus. Et vous voyez que le chiot atteint, il est plus petit, il est recouvert d'une espèce de gelée jaunâtre. Donc, est-ce que ça existe réellement en élevage ou est-ce que c'est juste une maladie qu'on a expérimentée? Bien oui, le premier cas, il a été décrit en Allemagne par le grand spécialiste du parvovirus, qui est le professeur Truyen, sur une Yorkshire qui a avorté à 50 jours de gestation, et on a trouvé le virus minute dans les annexes fétales et dans les fœtus. En France, il y a des cas sporadiques qui avaient été décrits par Philippe Pierson, qui travaille maintenant à Royal Canin, qui avait été décrit au congrès de la FECAVA en 1999 dans le Nord-Pas-de-Calais. Et on suspecte aussi le rôle de ce virus minute dans la nasarque fétale, qui sont ces gros chiots, alors pas en bulldog anglais, mais si il y a des chiots qui ont des anomalies comme ça, avec du liquide sous la peau dans d'autres races, ben, il peut être utile de rechercher le virus minute. Quant au virus de la bloutongue, j'en parle anecdotiquement puisque actuellement il y a beaucoup de débats sur le vaccin Covid. Eh bien, c'est un vaccin, une maladie qui a entraîné l'avortement et même la mort de chiennes gestantes aux États-Unis après un vaccin multivalent CHPPI. Et on s'est rendu compte que le virus aurait été introduit accidentellement lors de la fabrication du vaccin, donc c'était un accident vaccinal. Alors après les chiens, parlons de la reproduction féline. Françoise Lemoine disait au début de cette conférence que chez les chats, on disait que chez les chiens il y a des parasites, chez les chats il y a des virus. Ô combien c'est vrai. Néanmoins, leur rôle sur la reproduction n'est pas complètement avéré pour la plupart d'entre eux. Alors certes, le parvovirus et les rétrovirus, on sait qu'ils ont des actions sur la reproduction, mais en ce qui concerne les virus respiratoires, qui sont une préoccupation majeure en élevage félin actuellement parce qu'ils sont très répandus, l'herpès virus, le calicivirus, on n'en est pas sûr du tout. Et quant au coronavirus, heureusement, il n'est pas considéré comme un agent majeur de troubles de la reproduction. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur la panleucopénie féline? C'est un parvovirus. Je sais que plusieurs personnes ont posé des questions. Comme l'a dit Anna Mila, c'est un virus très résistant dans l'environnement, très contagieux. Il faut savoir que les chats sont atteints par du parvovirus félin, mais qu'ils peuvent être atteints également par du parvovirus canin. Et ça semble être de plus en plus fréquent au point que certains auteurs parlent de maladies réémergentes actuellement, puisque du parvovirus, de la panleucopénie, on en voyait peu il y a encore 10 ans et depuis 4-5 ans, on en voit beaucoup plus. Donc le mode de contamination, c'est surtout dans les fesses. 1 gramme de fesses contient énormément de particules infectieuses. Quant à la voie vénérienne, la semence, il est possible que ce soit des matières contaminantes. Alors, est-ce que ça agit pendant la gestation? Bien oui, ça peut agir. Si les femelles sont infectées au début, elles peuvent rester infertiles, avoir des résorptions embryonnaires. Au milieu de la gestation, elles vont avorter ou avoir une momification des fœtus. En fin de gestation, les chatons vont être vivants, mais comme c'est un virus qui adore les tissus en développement, il va agir notamment sur le cervelet, ce qui va entraîner des retards au niveau du développement du cerveau et une démarche chaloupée
ce qu'on appelle l'hypoplasie cérébelleuse. En général, la maman elle-même ne souffre pas. Quelle est la prévention? Sanitaire, encore, je rejoins un ami là. Et attention quand même, la plupart des vaccins sont des vaccins à virus atténués, donc ils sont à éviter sur les femelles gestantes si vous ne voulez pas les rendre malades. Le FELV, le virus osmogène félin. Vous savez que heureusement, il est plus rare en élevage parce que les femelles sont testées, vaccinées, mais il est plus fréquent en refuge en raison de la promiscuité des chats. Il est principalement transmis par la salive, mais on peut en trouver dans d'autres matières, et notamment dans la semence. Et la transmission est possible dans le lait de la mère au petit. Donc bien sûr, les éleveurs craignent au moment des saillies que leur femelle ou leur mâle soit contaminé, surtout si le partenaire vient d'un élevage extérieur. Donc, en cas d'infection pendant la gestation, on peut avoir tout type de problèmes de reproduction, résorption fœtale, embryonnaire, avortement, mortalité néonatale. Et du fait du rôle immunosuppresseur du FELV, il y a souvent une endométrite bactérienne, donc une infection de l'utérus d'origine bactérienne qui se développe avec des écoulements de pus au niveau de la vulve. La prévention, c'est bien sûr de séparer les reproducteurs et surtout de faire des tests, alors des tests antigéniques, des tests PCR et de vacciner les animaux. La précaution également, je ne sais pas si Anna en a parlé, je n'ai pas vu le début de son exposé malheureusement, mais en chat, lorsque vous avez des chatteries extérieures, il est conseillé, pour que les chats du voisinage ne crachent pas sur vos chats, d'avoir 2 grillages à peu près 10 cm d'intervalle. Lorsque vous avez un seul grillage, ça ne protège pas assez les animaux. Alors, quant au FIV, c'est un peu comme le HIV chez l'homme. Alors, à part chez l'homme, on ne se contamine pas par bagarre ou morsure, mais chez les chats, c'est le cas. De ce fait, c'est plus fréquent chez les mâles que chez les femelles. On sait que le virus peut exister dans la semence ou dans le vagin. On sait de ce fait que l'insémination artificielle peut transmettre le virus. Néanmoins, même si les fœtus peuvent être contaminés in utero ou les chatons à la naissance, jusqu'à 70% des chatons de la portée, dans les conditions habituelles, ce n'est pas un agent classique de trouble de la reproduction. Les chatons seront contaminés, mais ne vont pas tomber malades. Donc là encore, évitez que vos chats s'échappent de votre élevage, grillagés, par exemple, les jardins ou les cours. Alors, quant au virus respiratoire, on a beaucoup de questions là-dessus. Le calicivirus, un virus là également très résistant, très contagieux dans l'environnement, est-ce qu'il agit? Eh bien, il y a des cas décrits. Un cas décrit en 81 chez une siamoise où on a trouvé du calicivirus dans les fœtus, dans les fluides génitaux. Un cas décrit plus récemment chez une chatte de 8 mois et demi où on a isolé dans les organes d'un fœtus mort. Donc, en théorie, c'est possible. Mais le rôle du calicivirus en reproduction est probablement rare. Autre virus respiratoire, l'herpès virus, on en a parlé tout à l'heure, virus cette fois-ci peu résistant dans l'environnement. Est-il dangereux pour la gestation? Eh bien, par inoculation intraveineuse, certains auteurs ont pu induire des avortements, ou par injection intravaginale également, ce qui ne sont pas les voies classiques de transmission, puisque c'est surtout un virus qui se transmet par voie respiratoire. Et par voie même classique, c'est-à-dire intranasale, eh bien, il n'y a pas de symptômes reproducteurs. Donc, de ce fait, le rôle néfaste sur la reproduction existe certainement, mais quel est exactement, est-ce qu'il est fréquent ou pas, c'est tout à fait incertain à l'heure actuelle. Enfin, en ce qui concerne le coronavirus félin, eh bien, je vous l'ai dit, cet agent est considéré comme un agent mineur de troubles de la reproduction. Il fait déjà suffisamment de ravages en élevage félin. Heureusement, ce n'est pas sur la reproduction qu'on peut le craindre le plus. En conclusion, bien vous le voyez, les maladies virales peuvent générer des troubles de la reproduction, que ce soit chez les chats ou chez les chiens. Je ne voudrais pas que cet exposé vous fasse oublier les maladies bactériennes, qui sont des maladies très présentes en élevage, notamment en élevage canin, mais pas seulement. Les brucelloses canines, encore récemment un cas a été isolé en France. Les animaux, chiens ou chiennes qui ont des troubles de la reproduction devraient être testés pour la brucellose canine. Mais il y a également une maladie bactérienne du chat que l'on suspecte, que l'on regarde de près, qui est la chlamydiose féline, encore appelée chlamydophilose féline. Les mycoplasmoses chez les chiens, chez les chats. Et puis,
Récemment, il y a beaucoup de publications, notamment aux États-Unis, mais il commence à y en avoir en Europe, sur des problèmes liés au parf avec des maladies, des bactériennes qui se développent dans du parf qui est de mauvaise provenance ou qui a été mal décongelé, avec des listeria, des campylobactères, des salmonelles, qui jouent un rôle tout à fait dépréciable sur la reproduction, induisent des infertilités, des avortements, etc. Et puis les bactéries génitales classiques qu'on trouve dans le vagin, si elles prolifèrent anormalement parce qu'il y a une immunodépression, parce qu'il y a eu un traitement antibiotique anormalement prolongé, elles peuvent générer des vaginites. Les bactéries vont ensuite contaminer l'utérus, entraîner des endométrites, et on sait actuellement, au moins chez la chienne, que c'est une des causes majeures d'infertilité dans cette espèce. Enfin, certaines maladies parasitaires sont étudiées, notamment la néosporose, qui est l'agent numéro 1 d'avortement des bovins en Europe et qui peut toucher également le chien, qui est d'ailleurs l'hôte principal de cette maladie. Et on pense que ça pourrait être une maladie importante dans les troubles de la reproduction. Il y a également la leishmaniose qui est très présente dans le sud de la France. On n'en a pas à Paris, mais vous en avez peut-être à Toulouse. Voilà, je vous remercie de cette attention. Encore une fois, toutes mes excuses pour ce contretemps pour ma conférence. Et je vous remercie infiniment. Je remercie les organisateurs de m'avoir invité. Merci à la VAC. Merci à tout le monde.